Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monseigneur Pascal Moucoué, Révérend Père, Madame Flore Gambo, chers amis qui nous avaient rejoints et chers amis séminaristes. Je ne sais pas s'il est encore important de parler après tout le décor que le Père recteur et Monseigneur nous ont présenté durant l'Eucharistie. Mais je voudrais restituer rapidement le contexte de l'invitation. Depuis sa création, le séminaire Providencia Dei de Gabaka s'est inscrit dans une perspective totalement africaine, et Monseigneur l'a rappelé durant son homélie. Si depuis quelques années la dynamique s'est faite plus soutenue, cette année particulièrement, elle est incisive, avec les grandes réformes didactiques en cours. C'est donc dans cette perspective de réforme que nous voulons, sous la mouvance de l'Esprit Saint, que s'inscrit la présente conférence de Madame Flore Gambo sur une nouvelle méthode d'enseignement en Afrique aujourd'hui. Madame Flore Gambo est professeure titulaire de médecine et agrégée du CAMES. Et donc, en tant que spécialiste, personne avisée, personne ressource, qu'elle nous rejoint aujourd'hui dans ce séminaire, à l'occasion de cette journée de culture générale, édition 2025. Et nous voudrions sincèrement la remercier. Madame Flore Gambo, soyez les bienvenus chez nous. Merci d'être présente. Nous vous écoutons. Merci de nous instruire. Merci infiniment. Merci, Monseigneur, de m'avoir invité. Avant tout, je dirais merci à Saint Joseph, dont je ne pourrais décrire les actions dans ma vie. Et c'est par la providence aussi sous le regard de Saint Joseph que je suis arrivé ici. Saint Joseph a tout organisé. Je lui dis merci pour moi, pour vous et pour les familles que nous représentons. Alors, c'est dans le cadre de ma participation à Mémoire d'Afrique que j'ai rencontré d'abord le Père Messin Israël, puis Monseigneur ici à nos côtés, et c'est au cours d'une discussion concernant les réformes que l'idée a jailli pour que je vienne vous entretenir un peu. Il est vrai qu'en 2h30, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets. Alors, ce que j'ai choisi de faire, après avoir longtemps prié, c'est, et vous trouverez mes premiers mots à la page 2 du document intitulé « Plan du cours », c'est d'inscrire cette formation dans la perspective que les apprenants que vous êtes, vous aurez certainement à dispenser à votre tour, de façon formelle, peut-être de façon académique ou de façon informelle. Et si je ne me trompe, nous sommes tous des adultes. Donc, à travers cette séquence de formation aujourd'hui, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils? Comment peuvent-ils apprendre s'ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux? Comment puis-je savoir qu'ils ont vraiment appris?
Ici, nous allons mettre l'accent sur le fait que les apprenants sont des personnes adultes. Et c'est au cœur de cette séquence de formation que nous verrons l'ancrage avec Mémoire d'Afrique. Quels sont les objectifs que nous poursuivons? D'une façon générale, c'est de vous sensibiliser. Et donc, vous verrez que les objectifs spécifiques sont en général de deux catégories. Il y a les objectifs au niveau du savoir et les objectifs au niveau du savoir-être. Nous n'avons pas inclus les objectifs au niveau du savoir-faire parce que ce n'est pas possible dans une séquence de cours de 2h30 d'apprendre à faire. Donc, on écoute plus, on discute plus parce qu'on veut élever le degré de sensibilité. Les objectifs du domaine du savoir apportent les informations qu'il faut. Et les objectifs du domaine du savoir-être visent à entraîner un changement de comportement, de pensée. Souvent, c'est invisible. Donc, nous voulons atteindre l'être intérieur. Donc, au niveau de l'objectif général, c'est de sensibiliser, comme je disais, les apprenants que vous représentez à concevoir et à exécuter une formation d'adulte. Cette formation est basée sur les principes fondamentaux de ce qu'on appelle l'andragogie, que nous allons définir tout à l'heure. De façon spécifique, donc, à partir des échanges d'expériences et de quelques activités, vous serez capable d'atteindre un certain nombre d'objectifs spécifiques que nous avons classés section par section. Donc, il y a 4 sections. La première section, c'est la démarche de planification systématique d'une formation. Quand on planifie une formation, quelles sont les étapes? Ça peut être évident pour vous, mais ce serait bien que nous nous entendions sur une démarche conventionnelle. Maintenant, comment l'adulte apprend? Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question. Peut-être que vous vous êtes posé la question de façon insidieuse. Donc, ensemble, nous allons voir ce qui se passe en nous, ce qui est déterminant. Et c'est ça qui va conditionner cette planification de formation. Comment l'adulte apprend et quels sont donc les principaux principes de l'andragogie. Nous allons survoler les méthodes de formation. Nous allons les passer en revue rapidement. Et dans la dernière section, la section 4, nous allons également survoler l'évaluation de la formation. Alors, pour votre participation aussi, nous avons 2 micros. Je vais demander que nous puissions lire, que je ne sois pas seul à tenir le micro. Est-ce qu'on en a 2? Oui? En attendant, il n'y en a pas. Bon. Sinon, vous allez lire à voix haute. Je commence donc et je passerai la parole et à tour de rôle, nous allons lire ensemble. Et c'est ainsi que nous serons de plus en plus impliqués. Donc, dans la section numéro 1, démarche de planification systématique d'une formation, les informations qui seront partagées vont nous amener à citer les différentes phases de la planification. Il n'y en a pas 1000, nous allons les voir ensemble. Et donc, au niveau de votre être, que vise cette séquence? C'est que vous soyez convaincus de l'importance de planifier et que vous décidiez d'appliquer ces phases-là chaque fois que l'occasion se présentera. Dans la section 2, qu'allons-nous voir ensemble sur la partie intitulée « Comment l'adulte apprend » et les principes fondamentaux de l'andragogie. Nous allons partager des informations, échanger sur la définition d'un certain nombre de concepts.
apprentissage, pédagogie, andragogie, apprenant. Donc, les choses commencent à se clarifier. Nous allons apprendre à distinguer, enseigner et former, étudier et apprendre, pédagogie et andragogie, conception traditionnelle du savoir à laquelle nous sommes très habitués et conception constructiviste du savoir. Et maintenant, quand on apprend, par quelle étape on passe? C'est important de savoir qu'on traverse des étapes. Quand on a compris, quand on est convaincu, on respecte ces phases-là. Et nous allons recenser quelques caractéristiques d'un adulte en formation survenant après plusieurs études. Tout ça là n'est pas tombé du ciel, c'est après avoir fait un certain nombre d'enquêtes que un certain nombre de caractéristiques des adultes en formation ont été identifiées. Au niveau du savoir-être, lorsque nous aurons fini cette section, l'idéal, ce serait que vous puissiez vous approprier de 3 principes au moins en sortant de la salle, que vous puissiez décider chaque fois que l'occasion s'y prête d'appliquer ces principes-là. Quand on a aimé ça, on les applique sans trop réfléchir. Dans la section, c'est plutôt la section 3, il y a eu une erreur de dactylographie, puisqu'il y a 4 sections. Dans la section 3, nous allons au niveau du savoir décrire quelques méthodes de formation et préciser parmi ces méthodes-là, celles qui sont les plus appropriées à la formation d'adultes. Et là, nous dirons un mot sur Mémoire d'Afrique et nous verrons l'ancrage à faire avec Mémoire d'Afrique. Au niveau de votre être profond, cette séquence voudrait vous amener à ce que vous soyez convaincu d'utiliser parmi les méthodes de formation celles qui sont les plus appropriées à la formation des adultes et de décider, chaque fois que vous en avez l'occasion, d'utiliser les méthodes de formation les plus appropriées à la formation d'adultes. Et enfin, dans la section 4, nous allons survoler le thème évaluation de la formation en citant les instruments qui permettent d'évaluer une formation, en citant les méthodes d'évaluation quand il s'agit de la formation d'adultes. Et enfin, cette session devait vous amener à être convaincu de la nécessité d'évaluer la formation pour mieux l'adapter aux besoins des apprenants et également de décider chaque fois que l'occasion s'y prête d'utiliser les méthodes les plus appropriées à la formation d'adultes. Alors, comme matériel, il vous a été distribué un plan de cours et une note de cours. Le plan de cours, c'est celui qui contient le résumé de ce qui va se passer ici. Et c'est dans ce plan de cours que je vous présente toutes ces informations-là. Alors, à la page 5 de notre document plan de cours, nous poursuivons toujours le parcours de notre plan de cours. Il y a 2 évaluations qu'on peut faire. L'évaluation des apprentissages, ça va se passer à travers quelques questions. On n'a pas prévu d'exercice, mais surtout, ce qui caractérise ce type d'évaluation, c'est que des correctifs seront apportés au fur et à mesure. D'accord? Et nous allons essayer d'adapter le rythme et le contenu de cette formation. Si nous voyons à des moments donnés qu'il faut nous appesantir sur un aspect, nous prendrons le temps de le faire, quitte à modifier le déroulé du calendrier que nous avons prévu. Et puis en bas, dans la 7e partie, la dernière partie du plan de cours, vous avez les références bibliographiques. La dernière page, c'est un modèle de plan de cours type qui vous est proposé. Voilà les sections qu'on remplit. Voilà, quand on a affaire à une formation d'adultes. Et pourquoi c'est important de présenter ce document qu'on appelle plan de cours?
Vous voyez qu'à travers cette présentation, vous voyez ce que nous allons faire du début à la fin et pourquoi on va le faire et comment on va évaluer. Lorsqu'on est avec des enfants, on peut se contenter de le dire oralement. Mais pour prendre en considération le fait qu'on a des adultes devant soi, il est bon de laisser une trace écrite de toutes ces informations auxquelles vous êtes souvent habitués, peut-être de façon orale, mais qu'il faut prendre l'habitude de mettre sur papier, sur document, pour que chaque adulte ait ce document en main, la liste de ces informations de façon permanente. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce document intitulé « Plan du cours ». Théoriquement, en 15 minutes, selon notre calendrier, on devait avoir fini de présenter ce plan du cours. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Ah, très bien. Alors, nous allons passer à la deuxième étape, le pré-test, où vous aurez à répondre individuellement, de façon très brève. N'écrivez pas un roman. Vous aurez à garder ce papier parce qu'à la fin, vous aurez encore les mêmes questions et vous verrez s'il y a eu un changement entre le départ et la fin. Nous sommes d'accord. Donc, nous avons 15 minutes pour remplir ces questions du pré-test. Dans quel système on tient compte beaucoup des besoins des apprenants? Essayez de réfléchir un peu, parce que ça se fait. Je suis sûr que vous connaissez. Ou vraiment, même si l'institution a ses besoins, qui sont des besoins liés aux exigences de l'institution, à la peinture, en électricité. Qu'est-ce qui se fait, surtout dans les ateliers de couture? On sait que dans la première année, la personne doit apprendre aux cuisines, la personne doit apprendre telle et telle chose. On vérifie que la personne a appris avant de passer à l'étape suivante. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On revient. On voit que le besoin est encore là. Le besoin d'approfondir est encore là. Donc, souvent, dans les systèmes de formation professionnelle, on a pris le besoin révéler les besoins des apprenants. Il faut le savoir pour que dans les différents contextes dans lesquels vous allez vous trouver, que vous sachiez qu'il n'y a pas que les besoins des institutions dans lesquelles vous vous trouvez, qu'il faut apprendre à observer pour ajuster, et puis apprendre à recueillir aussi les besoins. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on ne tient pas compte des besoins? Qu'est-ce qui se passe souvent? On ne tient compte des besoins de l'institution. Comment ça se passe dans l'apprentissage? Vous avez des expériences puisque vous êtes à ce niveau ici maintenant. Vous subissez. Ah. Ça, c'est un mot très fort. On va revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Totalement. Quand vous allez dans les écoles primaires, les enfants surdoués, quand ils sont dans la population des autres enfants, l'enfant peut se mettre à bailler ou avoir envie de jouer pendant que le maître apprend aux autres. Il faut que le maître soit attentif pour dire, mais pourquoi lui joue tout le temps? C'est peut-être parce qu'il a dépassé ce niveau-là. Et donc, il n'est pas dans le besoin de cette étape-là. Et si le maître est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant là est déjà en avance, il va lui donner quelque chose à apprendre supérieur aux autres dans la classe. Vous comprenez? La même chose devait pouvoir se faire aussi avec les adultes, où on adapte les besoins. Mais est-ce que c'est facile à faire quand on a 40 apprenants, quand on en a 1000, comme dans nos facultés? Voilà. Donc, il y aura des facteurs qui vont limiter ce pouvoir de tenir compte des besoins des apprenants. Or, c'est une étape cruciale. Mais on se rapporte peut-être dans les travaux de groupe, dans les stages, etc. Vous comprenez un peu là où, même si vous ne savez pas qu'on appelle ça comme ça, vous savez désormais que quand on tient compte de l'étape à laquelle vous êtes,
pour apporter un correctif, pour corriger, pour améliorer, on tient compte de vos besoins en tant qu'apprenant. C'est bon? C'est indispensable. Sinon, on suit. Alors, la section 2, elle est très importante. Pendant qu'on sera en train de parcourir cette section-là, essayez de revoir ce que vous avez vécu comme formation. Vous allez voir si vous vous retrouvez dedans ou pas. D'accord? Suivant. Section 2, comment l'adulte apprend et les principes fondamentaux de l'andragogie. On y va. Section 2. Comment l'adulte apprend? Principes fondamentaux de l'andragogie. L'apprentissage est un processus interne qui permet à l'apprenant de modifier son comportement dans un climat positif d'apprentissage. L'adulte apprend en s'appuyant sur des réalités concrètes. Pour tout apprenant, comprendre consiste à observer et interpréter la réalité. L'apprentissage de adulte s'effectue en 3 phases interdépendantes et interdéliées. La phase de motivation, la phase d'acquisition des connaissances, des aptitudes, gestion et des attitudes, la phase de performance. Il manque un et la phase de performance. Et la phase de performance. Voilà. Figure 3. Comment l'adulte apprend? Compétences acquises, motivation par la description et la valorisation. Performance par l'exercice, acquisition des compétences par le rappel et les explications. Quand on a acquis les compétences, quelle est la phase suivante? Performance par l'exercice, la pratique et le feedback. Figure 3. Les interrelations entre les différentes phases de l'apprentissage selon Bien 1992. Les phases de l'apprentissage. La motivation. C'est le moment que l'apprenant est prêt à fournir ou apprendre, ce qui implique que le formateur propose et entretienne en lui la motivation. Pour cela, il pourrait par exemple vérifier si le programme de formation correspond aux besoins des apprenants en recueillant ses attentes, en procédant à une analyse des besoins. Discuter dès le départ du but et de ses objectifs avec les apprenants. Suivant, pour continuer la page 5. Faire percevoir aux apprenants la récompense qu'ils tireront de cette formation s'ils atteignent le but ou les objectifs fixés. Communiquer aux apprenants la nature du but, les objectifs de formation. Ajoutez votre proposition ici. L'acquisition des connaissances, des aptitudes, gestes et des attitudes. Conception traditionnelle du savoir. Dans cette conception, enseigner, c'est transmettre. Apprendre, c'est enseigner. Apprendre, c'est enregistrer. Le comportementalisme limite l'apprentissage à l'association stimulus-réponse et considère le sujet comme une boîte noire.
Dans ce type d'apprentissage, l'enseignant est au centre du processus sur lequel il a le contrôle de tout. Conception constructiviste du savoir. Créé par Jean Piaget en 1964, le constructivisme est une théorie d'apprentissage qui se concentre sur les mécanismes et les processus mis en œuvre inconsciemment par un individu pour construire une représentation de la réalité dans laquelle il évolue. Le constructivisme repose sur l'idée que pour agir, un individu doit construire une représentation de la réalité. Il considère que l'apprenant acquiert des connaissances en partant des perceptions qu'il a de sa réalité et de son vécu. On apprend en construisant des connaissances et en reconstruisant les perceptions pour les adapter au contexte qui lui sont propres. Dans ce type d'apprentissage, l'apprenant est au centre du processus d'apprentissage. Il faut donc le faire participer en s'appuyant sur ses connaissances antérieures, lesquelles sont toujours présentes à des degrés divers. Capital pour adapter l'apprentissage. D'où la nécessité de les faire s'exprimer pour les évaluer. Ainsi, le nouveau savoir est plus élaboré et l'ensemble des informations est mis en relation. Quelques principes du constructivisme en termes pédagogiques. L'apprenant va se former avec une expérience du monde et un apprentissage antérieur à lui, voire un clash avec mémoire d'appui en particulier, long de plusieurs. Bien, je voudrais qu'on s'arrête un peu ici avant de poursuivre puisqu'on a 30 minutes. De tout ce que nous avons lu jusque-là sur la section numéro 2, je voudrais 2 personnes ici et 2 personnes là pour me dire ce qui les a marqués, positivement ou négativement. 2 volontaires ici, 2 volontaires là. Bien. Nous avons lu, sans que vous soyez frappés. Il y a le plus influencé dans tout ce qu'on a vu jusque-là. Même si c'est évident. Oui, mon père. Je vais en désigner s'il n'y a pas de volontaire. Oui. Oui. Oui, d'accord. Décrire un certain nombre de choses, à valoriser, et puis vous avez perçu le rôle que le prêtre va certainement jouer. La motivation, c'est le soubassement. Sans motivation, on peut aller au bout, mais on ne finit pas par faire. Bien. Donc, la part de motivation est indéniable. Si on sait qu'il y a une motivation, il faut amener les apprenants à savoir s'ils sont motivés ou pas. Quand vous entrez dans des facultés de médecine, il y a des gens qui s'inscrivent en médecine parce qu'ils sont motivés. D'autres vont faire médecine parce que leur père leur a demandé d'aller en médecine ou leur mère leur a demandé d'aller en médecine. Peut-être pareil pour les prêtres aussi. Peut-être qu'un oncle a dit, toi tu seras bien pour être un prêtre. Alors qu'il n'a pas la motivation pour l'être. Il va rester dedans, obéissant, en se disant, un jour, ça viendra. Bon, le Seigneur fera ce qu'il voudra. D'accord. Donc la motivation, elle est importante. Il faut savoir la rechercher, il faut pouvoir l'entretenir. D'accord. Et c'est quand on est motivé que tout ce qu'on a appris
qu'on va apprendre comme savoir, savoir-faire et savoir-être vont s'asseoir dans la vie de l'apprenant. Maintenant, quand on a entendu, on a lu, ça c'est dans le domaine du savoir, on a appris à faire, je suppose que vous vous entraînez à dire la messe, d'accord? On a appris à être. On verra bien sûr le prêtre en sachant que celui-là est séropositif au sida, s'il va lui donner la main. D'accord? C'est là qu'on saura si l'être là a vraiment changé. Donc vous avez passé toutes ces étapes. Comment on saura? Il faut aller au niveau de la performance. Il faut aller vérifier votre degré de performance. D'accord? En vous faisant faire des exercices, en vous faisant faire des jeux de rôle, en vous mettant en situation, etc. Comme je vous le dis, nous avons appris beaucoup de choses durant notre parcours. Mais aujourd'hui, nous pouvons mettre des noms sur les étapes par lesquelles nous sommes passés. Nous sommes passés par une étape de motivation quelque part, allez rechercher en chacun de vous. Pour être votre motivation, attention, quand on utilise le mot motivation, beaucoup pensent à la motivation financière. C'est la plus dangereuse, quel que soit le système dans lequel on est. Il s'agit d'une motivation intérieure, intrinsèque, basée sur des valeurs, sur des convictions. La force intérieure qui nous permet de rester. D'accord? Maintenant, les savoirs, c'est sûr, vous avez passé des examens, vous avez réussi, vous avez avancé, on peut dire que vous avez les savoirs. Et ce qui a permis de savoir, ce sont les résultats d'examen. Voilà. Donc, vous identifiez les 3 étapes, et c'est après ça qu'on peut dire il a appris. Donc, ce n'est pas le fait de rester devant son cahier, devant ces documents, qui permet de dire il a appris. On peut dire il ou elle a appris quand les 3 étapes-là sont passées. Alors, retenez bien la première phrase. L'apprentissage est un processus interne. On peut l'extérioriser, mais c'est un processus interne. Est-ce que d'autres choses vous ont frappé aussi? Oui? Oui, merci madame. J'ai été aussi frappé, c'est par la conception qu'on utilise du savoir, qui est la création de la Et en lisant ce qui est là, je me suis fait dire que cette conception va permettre à l'apprenant à nouveau de passer de tout ce qui peut être notionnel à ce qui est réel, qui a de prise réelle avec la réalité qui vit. Alors, quand je me lis la définition qui est là, je n'avais pas situé l'expression pour le processus mis en œuvre inconsciemment par l'individu. Parce que je me dis, dans ce processus-là, c'est que l'individu s'engage à construire le savoir ou être totalement impliqué. C'est-à-dire le mot inconsciemment mauvais de C'est très bien que ça vous embête. C'est très bien que ça vous embête. Parce que parfois, ça se fait même sans qu'on en prenne conscience, sans qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est après coup qu'on sait qu'on est passé par là. Vous comprenez? Après coup, vous faites l'analyse. Mais pendant que vous êtes en train de le vivre, ça se fait tout seul, comme si ça se faisait tout seul. D'accord. Maintenant, vous avez déjà vu les jeux Lego ou bien les pièces qu'on peut monter, démonter là. Les puzzles. C'est comme ça que nous apprenons. Les pièces sont éparpillées. Et quand vous apprenez quelque chose, vous mettez une pièce à côté de l'autre. C'est ça qui se passe dans votre cerveau. Vous mettez une pièce à côté de l'autre et ça commence à prendre forme. Et vous vous dites, ah, c'est ça. Si on ne fait pas cet exercice, l'apprentissage ne reste pas. Et comment on fait les ancrages? J'appelle ça ancrage. C'est comme une agrafe. C'est comme une trombone. Qu'est-ce qui sert d'agrafe? Pour que ça reste.
Ce sont nos connaissances antérieures. Ceux qui sont ici vont me dire qu'ils ne connaissent rien de la formation. Ce n'est pas possible. Vous connaissez des choses qui sont peut-être éparpillées. Et avec ce que vous apprenez de nouveau, vous refaites. Vous redistribuez les différentes parties de votre jeu Lego pour faire un solide. Et quand vous allez encore avancer, vous allez dire, ah, je pourrais avoir tout compris. Je refais encore dans ma tête, mon niveau de compréhension s'améliore. C'est ce qui se passe en fait en nous. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de vous rendre compte de ce qui se fait. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que l'aspirine traitait le palu. Avant d'entrer en médecine, je parle de moi là. Puisque quand on fait le palu, le premier comprimé qu'on nous donne, c'est l'aspirine. Quand je suis arrivée en médecine et qu'on a commencé le cours sur le traitement du paludisme, le prof a dit ce qu'il fallait faire comme traitement. Il n'a pas cité l'aspirine. J'ai dit, ah, professeur, s'il vous plaît, quand on était petit là, c'est l'aspirine qu'on prenait pour traiter le paludisme. Non, l'aspirine traite la fièvre. Voilà. En la fièvre, je peux la trouver dans l'appendicite aiguë, je peux la trouver dans le paludisme, je peux la trouver dans l'hépatite, etc. Vous voyez que cette connaissance-là était déformée. Et parce que j'ai fait médecine, j'ai replacé la place de l'aspirine dans le tableau du paludisme. Et c'est ce que nous faisons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, qu'est-ce que Mémoire d'Afrique vient chercher dans tout ça? Est-ce que vous vous interrogez? Qu'est-ce que je fais? Quel est le but de Mémoire d'Afrique? Vous en avez déjà entendu parler, je crois. Hein? Alors, qu'est-ce que vous connaissez de Mémoire d'Afrique? Comment on peut faire le lien? Oui, quelqu'un qui n'est pas en robe blanche. En attendant. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que le Mémoire d'Afrique est en train de travailler pour la reconstruction de la personnalité africaine, de la personne africaine. Oui. Donc, dans le sens où nous devons découvrir nos cultures. Et la question que le matin nous conseille d'abord, il s'agit de la nécessité de l'inculturation. Alors, si nous devons inculturer l'évangile dans nos cultures et nous devons lire l'évangile à la manière de nos cultures, je pense que nous pouvons en ce sens aborder la question de Mémoire d'Afrique à 100%. C'est beaucoup de français, ça va. L'évangile sur le figuier. C'est le jour où j'ai vu l'arbre figuier. J'ai dit, ah, c'est ça. Qu'est-ce que les peuples peuvent faire par rapport à ces concepts qui ne font pas partie des nôtres pour aider, parce que les peuples nous forment. C'est un genre de formation qu'on reçoit dans les églises. Qu'est-ce que le prêtre peut faire quand il lit le texte sur le figuier? Pour faciliter l'ancrage, pour faciliter la compréhension, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui? Très bien. Le figuier, c'est l'arbre qui ressemble à. Ok, je n'ai pas besoin d'aller en Europe pour savoir ce que c'était le figuier. Quand j'étais en médecine, on a appris une tumeur de pathologie. La tumeur, elle est grosse comme une mûre. Ça m'a frappé. C'est quoi la mûre? Il n'y avait même pas d'ordre à l'époque pour qu'on aille chercher. Quand je suis allée dans un magasin, j'ai vu le fruit qu'on appelle la mûre. J'ai dit, mais ce prof-là, il aurait pu me dire que la tumeur, elle est grosse comme une noix de palme. La noix de palme fait partie de ma culture à moi. J'aurais accroché tout de suite. Et nous apprenons plein de choses comme ça. Les formateurs doivent être conscients qu'il faut faire un petit effort pour faire l'ancrage avec ce qui est dans notre culture pour faciliter la compréhension. Nous sommes d'accord? Voilà. Si je prends l'exemple de nos contes africains, la morale dit
que le mensonge rend l'homme esclave. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit la même chose. La Bible dit la même chose, mais dans le sens inverse. Que la vérité rend l'homme libre. Oui, non? Alors que si de façon culturelle, il y a un proverbe qui fait que on dit que le mensonge rend l'homme esclave, que j'arrive sur ce texte-là, je dis c'est vrai, la vérité rend l'homme libre, puisque le mensonge rend l'homme esclave. Donc, l'effort que futur séminariste, tu prêtes, j'espère, et prête là, allons faire, et qu'on peut tirer de Mémoire d'Afrique, c'est d'abord de connaître nos contes, de connaître nos légendes pour faciliter l'appropriation, l'intégration. Et en faisant ça, on est dans quelle partie dans le système d'apprentissage, d'après vous? Puisqu'on a dit qu'il y a 3 étapes, il y a la motivation, il y a l'acquisition des compétences, il y a la performance. En faisant cet effort-là de lien, d'explication pour faciliter l'apprentissage, on est dans lesquelles les bases. Je vais les entendre. Un volontaire. Oui. Et dans la motivation aussi. Si on me dit que c'est comme une loi de femme, j'ai compris tout de suite que je suis motivée. Si on me dit que c'est gros comme l'ananas, l'éléphantiasis du pied, que ça a la forme de l'ananas inversée, quand je vois quelqu'un avec son pied gauche, ah, ça ressemble à l'ananas, c'est ça l'éléphantiasis du pied dont on me parle. Vous voyez? Donc, nous avons plein de richesses dans nos cultures. Nous avons plein de progrès. Il nous appartient donc, si on ne les connaissait pas, d'aller à cette recherche-là et de faire des rapprochements et nous-mêmes nous comprenons mieux. Nous sommes mieux motivés et les connaissances qu'on acquiert sont plus solides. Voilà un peu comment je peux faire l'ancrage avec Mémoire d'Afrique en vous disant que dans l'espace du temps là, on aurait plus de temps, on vous aurait choisi des textes, demandé d'aller faire des recherches pour pouvoir faciliter l'apprentissage à ceux qui vont vous écouter et ceux qui vont apprendre de vous. Et donc, je voudrais, par rapport à Mémoire d'Afrique, dire que les contes, c'est juste un aspect pour transmettre la culture d'un peuple. Vous avez aussi les légendes, les devinettes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les proverbes, les jeux, les arts, les peintures, les musiques, etc., sur lesquels on peut s'approprier pour faciliter l'apprentissage. Parce que mettons-nous dans la tête que, près que vous êtes, vous formez notre conscience. Vous nous formez et nous vous formons aussi. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, c'est vice-versa. Voilà. Nous pouvons avancer maintenant sur l'étape de la performance. Il suffit que je reste dans la colonne de droite. D'accord? Avec vous, je fais en sorte que vous n'ayez pas de volonté d'apprendre. Je ne tiens pas compte de vos expériences. Je vous montre que le plus important, c'est de réussir à la fin de la formation. Je décide de tous les besoins pour vous. J'ai formulé tous les objectifs. Je suis en train de faire de la pédagogie si j'ai fait ça. C'est bon? En fait, il s'agit d'une réglette de 0% à 100%. Le 0%, c'est vers la pédagogie si je suis en face des adultes, et le 100%, c'est vers l'andragogie. Je peux bouger mon curseur vers là si j'ai le contrôle. Je ne vous laisse pas la parole, je ne tiens pas compte des expériences, ou je pousse ce curseur vers l'autre bout en vous faisant travailler. Et si je vous demande de lire, c'est pour aller plus vers l'andragogie que vers la pédagogie. Je n'ai pas l'impression que vous s'acquiescez. Je n'ai pas de manifestation dans les visages. Il y a des hochements de tête, mais ça ne suffit pas. Alors, je fais de la pédagogie, de l'andragogie. À quel moment ici, j'ai fait de la pédagogie et à quel moment j'ai fait de l'andragogie?
Si, je fais les deux. Oui, allez-y. Au niveau du... C'était moi qui avais le contrôle. J'avais la parole. Je disais, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que j'ai tenu compte de vos avis avant de formuler les objectifs? Là, j'ai fait de la pédagogie carrément. Parce que je n'ai pas eu le temps d'avoir vos attentes et de tenir compte de ça, mais j'ai devenu un peu quand même. Nous sommes d'accord. À quel moment j'ai fait de l'andragogie? Oui. Ok. À quel moment? Oui. D'accord. D'accord. À quel autre moment? Oui, allez-y. Oui. Je n'ai pas encore exploité. Hein. Je suis sur la voie peut-être. Oui. Vous voyez qu'au cours d'une même séquence, on peut faire les deux. C'est vrai que l'idéal aurait été d'être plus andragogue de façon permanente. Mais ça dépend, on a vu les piliers. Hein. Ça dépend de la situation d'apprentissage, ça dépend de l'apprenant, ça dépend du savoir qu'on veut accueillir. Dans les écoles, ce qu'on appelle aujourd'hui les hautes écoles de formation ailleurs, il faut de l'andragogie. C'est-à-dire que c'est un programme qui est presque taillé sur mesure. Oui. C'est comme on fait un menu taillé sur mesure. Et là, c'est vraiment centré sur l'apprenant. Il y a des écoles qui se donnent ce défi-là de le faire. D'accord? Il faut savoir que c'est faisable. Mais quand chacun peut faire quoi? De temps en temps, on voit les prêtres, surtout on amène des enfants. Ils descendent pour s'assurer qu'ils ont compris. Ils posent des questions. Donc, le prêtre n'est pas là seul, en train de parler tout le temps. Et notre problème, souvent, c'est ça. Quand nous sortons de la messe, excusez-moi, je vais vous dire, quand nous sortons de la messe, on est bien dedans. Et quand on va dans le monde, tout en bas. Parce qu'on n'a pas le temps de faire l'ancrage. Vous voyez? Et nous souffrons sur tous les yeux. En tout cas, moi, j'ai réalisé. Certainement que vous avez le temps aussi. On peut approfondir en allant dans les ateliers plus tard, dans les retraites plus tard. D'accord? Il faut avoir toujours le temps de faire les ancrages, de prendre les bonnes décisions pour que ça reste. D'accord? Il y a des évangiles sur lesquels je pense que les prêtres peuvent travailler beaucoup pour faciliter l'application de ce qui est dit. Et comme ils n'ont pas l'occasion de savoir si ceux qui les écoutent ont compris ou pas, bon, est-ce que c'est aussi que son travail? Oui. Très important. Si les gens veulent l'écouter, voilà. Vous voyez, nous avons du chemin pour dire comment fera désormais. Vous voyez, aujourd'hui, mon Seigneur a dit que tout se fait dans la terre. Ce qui m'a frappé, le maïs c'est dans la terre, les poissons c'est dans la terre, qui est dans la mer, tout ce que nous faisons c'est dans la terre. J'ai dit au fond, c'est vrai, mais non. Mais c'est très bien de faire cet ancrage-là et de nous rendre compte. L'hymne de la création, vous devez être amené à réaliser ce que Dieu a fait pour nous sur cette terre-là et le remercier pour la terre qu'il nous a donnée. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, mais quand il a dit ça, j'ai remercié. Combien de fois on ne se rend pas compte de ce que Dieu a fait? Il a d'abord créé les choses avant de nous créer. Parce que lui, est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans une création? Le pape François fait un effort pour parler de l'environnement. Est-ce qu'on se rend compte? On voit souvent nous-mêmes, individus, évoluant parmi d'autres, mais le lien avec la création qui nous a été donnée. On peut faire ça. D'accord? Ça facilite aussi.
ne sais pas si ça vous dit quelque chose de ce que je dis. Si vous êtes andragogue, les adultes ont des expériences, il faut aller chercher dedans. Parfois, il y a de très beaux exemples dans les homélies de ce qui se passe dans les familles qui nous permettent de dire, ah, c'est ça qu'il a dit. C'est ça que Jésus disait. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de symboles. Et on en reste au symbole. On en reste à l'image. On ne cherche pas derrière la parabole ce qui est vrai. Ce qui fait que ça ne reste pas. Ça symbole. C'est le grain qui est semé dans la terre sèche, dans les ronces, dans ceci, dans cela. Voilà. J'aimerais vous donner un peu plus la parole pour que vous puissiez dire, mais cette formation que je reçois, voilà ce que ça a réveillé en moi désormais. Une ou deux personnes et pour avancer. Un prêt et un non prêt. Oui, mon père. Bonjour, merci beaucoup. Parce que ce que vous dire, amener les gens à prendre des résolutions pour faire l'ancrage contre ce qu'on prêche et la plus qu'après tout, c'est la vie qu'on veut transformer. Et pour mon cas particulier, comme formateur, m'amener à être beaucoup plus en rapport que je l'étais. Malheureusement, je suis obligé quelquefois d'être pédagogue. Parce qu'il y a un niveau élémentaire qui devait être supposé, qui n'est pas toujours acquis. Et donc, il faudrait le donner avant de faire interagir les intéressés. Donc, franchement, je vous remercie déjà pour tout ce que moi j'ai appris ici. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'a surtout impressionné sont les différences fondamentales entre l'adulte et l'enfant en formation. Donc, j'ai remarqué que malgré le grand nombre d'âges, malgré l'âge, on peut se retrouver dans les cases enfants. En ce sens que l'enfant, par exemple, il étudie pour les points et on peut se retrouver facilement dedans. Ça, ce n'est que des gens. Donc, j'ai retenu que ce qui importe, ce n'est pas l'âge ni le niveau qu'on est, mais c'est la disposition intérieure et l'objectif. Merci. Et le séminariste qui s'est levé, qui a aussi donné son intervention pour montrer l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Un système d'enseignement, de formation, parce qu'il faut allier les deux. Moi, j'ai vu dans le schéma que vous avez donné, surtout pour l'andragogie, pour la personne adulte, qu'il y a une sorte de canonisation de l'adulte. C'est-à-dire que l'adulte sait exactement ce qu'il veut, l'adulte est un but parfait. Oui, c'est un peu comme ça que ça se présente, c'est-à-dire qu'on a opposé, c'est-à-dire on a mis côte à côte l'adulte et l'enfant en montrant que l'adulte a déjà de l'expérience, sait ce qu'il veut, en but aussi sait où il va. Tandis que l'enfant n'a pas d'expérience, ne sait pas forcément voilà ce qu'il veut, ne sait même pas à quoi lui serviront toutes les informations qu'il reçoit et sur lesquelles on insiste. Maintenant, moi je pense que, au-delà du débat entre la pédagogie et l'andragogie, il faut qu'on trouve une autre voie qui puisse, c'est vrai que les deux sont complémentaires, comme on l'a bien dit, mais les deux quand même semblent un peu s'opposer, c'est-à-dire, on dit maintenant quelle est la formule qu'il faut adopter, c'est l'andragogie ou bien c'est la pédagogie. C'est-à-dire, de fait, même que je suis en face d'adultes, soit en passant, quelqu'un qui a au moins déjà 18 ans, ou un jeune qui est déjà assez suffisamment constitué. Mais le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont normalement grands, ou même physiquement accomplis, mais qui se comportent encore comme des enfants. Et donc,
Et quand on finit de donner un cours ou bien une formation, normalement, on ne devrait pas dire la prochaine fois, apprenez vos leçons pour qu'on puisse étudier. Vous voyez? Mais l'expérience est là que si vous ne dites pas, apprenez vos leçons, et surtout si vous n'ajoutez pas, je vais contrôler, ils n'apprennent pas. Je ne parle pas de nos scénaristes, je parle pas. Un adulte normal devrait le savoir, parce que ce que je suis venu apprendre me sert. Le contexte dans lequel c'est un shopkeeper. Il faut s'adapter et se dire comment. Et c'est là qu'on manifeste son ingéniosité. Vous voyez? C'est plus cela que j'ai dit, c'est une réglette. Voilà, de temps en temps, vous irez plus vers la pédagogie parce que vous n'avez pas beaucoup de choix, mais sachez que vous avez la possibilité d'aller vers l'andragogie. Si en salle de classe, je ne peux faire que de la pédagogie, peut-être que je peux réserver les travaux sur le terrain, les stages, les encadrements pour bien faire de l'andragogie. Vous comprenez? Je dois aller vite parce que j'ai 30 minutes en salle de classe. Mais après, quand sur le terrain, je m'approche de l'apprenant pour vérifier s'il a bien fait, je suis centré sur l'apprenant, je suis en train de pratiquer l'andragogie. Et rien que de penser que coupler enseignement théorique et enseignement pratique, j'ai le souci de faire de l'andragogie. Ce ne serait pas bien dans un système que de ne faire que de l'enseignement théorique. Je suppose que vous avez des stages. Oui. Donc, au cours des stages, on met un peu plus d'accent sur la personne qui apprend, ce que la personne apprend. Sinon, on amène l'apprenant à se comporter comme un enfant. Et on entretient ça. Oui, c'est comme ça, le fait. Oui. Ici, on peut essayer de faire, on les a appris. Il y a tout un stage sur les lieux qui n'ont pas toujours. Vous donnez des objectifs de stage. Justement, même le rapport du stage, le changement de stage. Ok. Il n'y a pas de stage qu'ils font avec vous. Ils vont tout suivre ça dans le progression. Ok. Je crois qu'on peut réfléchir à ça et voir comment récupérer, comment se améliorer. Voilà. Mais c'est bien de se réveiller cette préoccupation-là à laquelle il faut réfléchir. Bien, on peut avancer, monsieur Lolo. Oui. On va essayer d'avancer. Section 3, les méthodes et techniques de formation. On peut tester la disposition de la figure 6, les petits groupes là, ou bien de la figure 7 à gauche. C'est vrai que ça va faire un grand U. Mais on peut rapprocher le U. Et ça fait que le formateur n'est pas limité à la table, le formateur descend. Je vous propose de changer cette disposition-là. Au plus tard, vous allez voir comment ça va changer beaucoup de choses. Les enseignements se déroulent ici. C'est exceptionnel. Ah, c'est dans les salles de classe. D'accord. On va voir. De temps en temps, il faut pouvoir bouger. Vous avez demandé ce que vous pouvez faire, par exemple. Ça dépend. Vous pouvez utiliser plusieurs salles de façon parallèle et modifier la disposition pour voir l'impact que ça va avoir sur la qualité de ce qui a été appris. Rien ne vaut l'essai sur certaines périodes. Essayez pour voir ce que vous pouvez gagner
même à des périodes données, s'il n'y a pas assez de place en salle, il y a suffisamment d'arbres. D'accord? Si c'est possible, 1 ou 2 heures, oui. Il y a de l'espace dans la maison. Est-ce qu'on est tenu de rester à l'intérieur fermé tout le temps? C'est-à-dire à des moments donnés, pour certaines formations, vous pouvez choisir pour telle et telle activité. Désormais, ça se fait comme ceci. Alors, je sollicite les apprenants pour proposer eux-mêmes, voilà, la modification de la disposition dans les salles et utiliser l'espace aussi dehors. Là, on ira un peu plus vers l'andragogie. Nous sommes d'accord? Alors, on peut aborder la section numéro 4 maintenant. Voilà, on va les parcourir rapidement. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait peut-être. Maintenant, on va mettre des chapeaux sur ce qu'on faisait et améliorer ce qu'on ne faisait pas. On continue. Je n'aborde pas l'évaluation dite sanctionnelle. L'évaluation qui aboutit aux notes là. Je n'ai pas abordé ça du tout. Nous sommes d'accord? Je suis dans l'évaluation de la perspective des adultes. Je me suis concentré parce que c'est un trop gros chapitre. Est-ce qu'il y a des questions sur l'évaluation? On a survolé vraiment. Est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose qui vous a paru intéressant, mais on sait qu'on ne peut pas trop aller plus loin. C'est ce qu'on a fait. J'imagine que les différentes échelles, vous les utilisez, vous les connaissez sans y mettre un nom. Par exemple, mondaine acceptable parfaite, c'est une échelle nominale. D'accord? Et la note A, B, C, D, E, c'est une échelle littérale. Voilà. Peut-être que dans les appréciations qu'on vous fait, on a l'habitude de faire des choses comme ça. Voilà. Là, on peut mettre un nom et vous savez comment on appelle ce type d'échelle-là. Voilà, rapidement aussi. Sincèrement, les apprenants, pour l'intérêt manifesté pour cette séance que je considère comme une séance de sensibilisation. Parce que si on veut aller au-delà de la sensibilisation, il faut disposer de plus de temps. Voilà. Donc, aller au niveau du faire. Nous espérons en tout cas que le début de sensibilisation espéré a été atteint et que vous allez désormais retenir que pour une formation, il faut temps. Et retenir également les phases par lesquelles on passe pour dire qu'on a appris. Et les différentes méthodes qui sont les plus appropriées quand on a affaire à des adultes, quand on veut considérer l'apprenant comme étant un adulte. Et si on doit évaluer, quels sont les instruments les plus appropriés quand on doit faire l'évaluation de formation. Voilà donc le cœur du message que nous avons tenu à passer aujourd'hui. Et avec le père Israël Messan et l'ancien ministre Alain Adjou, on verra comment faire l'ancrage vraiment avec Mémoire d'Afrique. Vous avez vu que moi j'ai juste signalé l'espace de Mémoire d'Afrique au niveau du contenu, de l'ancrage à faire avec les connaissances antérieures. Nous verrons avec eux comment aller un peu plus loin. Et je voudrais remercier Monseigneur de m'avoir invité à cette séance qui a été enrichissante pour moi aussi. Il reste à ce que je sache un peu plus comment se déroule la formation de prêtre pour axer les exemples que je donne sur le contenu de la formation de prêtre. Je remercie aussi le recteur pour son appel. Il est venu me chercher. Ça a été l'aspect qui a facilité l'insertion dans le milieu. Merci à Saint-Joseph par qui j'ai commencé. Merci à Dieu qui a fait de nous des frères dans la foi. Je vous remercie.